Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma série consacrée à mon aquarium marin. Il s'agit de l'épisode numéro 8. Aujourd'hui il va y avoir plein de choses. On va voir des nouvelles introductions dans ce bac. Ça c'est pour la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment évoluent certains de mes habitants. Il y aura aussi quelques petites anecdotes. Plein de choses intéressantes pour tous les curieux du monde récifal. En préambule, je le rappelle presque à chaque fois, mais je pense que c'est nécessaire. Ce n'est pas parce que je vous fais une vidéo que j'ai la prétention de vous apprendre comment faire les choses. Encore une fois, je vous fais partager mon expérience, mon vécu, et si ça peut servir à certains, eh bien, tant mieux. On commence tout de suite par un petit fait amusant. Regardez la position de mon Blenny qui a élu domicile dans mon Palitoa depuis quelques jours. J'ai d'abord constaté qu'il dormait dedans durant les nuits, mais pendant la journée, régulièrement, il s'y blottit, il s'y cache, en laissant juste dépasser sa tête comme vous le voyez là. Je sais pas si ça plaît beaucoup au Palitoa, mais en tout cas, il s'en donne à cœur joie et il a trouvé vraiment une nouvelle maison. Bien entendu, il ne reste pas que dans le Palitoa, il se déplace dans tout le bac, et c'est pour moi un élément incontournable du bac. Ensuite, vous avez été assez nombreux à me demander des nouvelles de mon ophure. Vous savez, une ophure, c'est un peu comme une étoile de mer. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que c'est un détritivore, qui a besoin notamment d'une couche de sable, et qui est très discrète, se cache beaucoup, et sort surtout la nuit ou pour se nourrir. Donc là, ce sont des images nocturnes. En général, dès qu'on éteint la lumière, elle sort. Malgré son apparence, elle est pacifique, et elle cohabite très bien avec tous les autres membres du bac. Voilà, je vous ai dit qu'elle était nocturne, mais quand elle sort pendant la journée, c'est avant tout parce qu'elle a senti l'odeur de la nourriture et elle n'hésite pas à venir se servir quand il y en a besoin. Je vous laisse quelques instants le temps de l'observer, on la retrouvera dans quelques minutes de manière à bien pouvoir l'observer. Petit point de situation par rapport à mon sarcophyton. Dans la dernière vidéo, j'avais émis l'hypothèse que peut-être il était en train de muer, parce qu'il était tout rétracté et que ses polypes étaient rentrés, ce que m'avaient confirmé certains d'entre vous. Avec le recul, je n'en suis pas si sûr finalement. Il s'avère qu'il n'allait peut-être pas si bien que ça. J'ai découvert, tout à fait par hasard, un trou au niveau du pied de celui-ci, et là je me suis beaucoup posé la question. J'ai consulté un forum qui d'ailleurs sont très sympas, je les remercie, c'est les forums de Reef & Geek, peut-être que vous le connaissez déjà, qui ont émis l'hypothèse peut-être d'une prédation, c'est-à-dire soit d'un ver, soit des escargots qui bouffent l'intérieur des sarcophytons. Donc suite à leur conseil, j'ai mis le sarcophyton dans un bain d'eau osmosée pour voir s'il y avait un ver qui ressortait. J'ai également tapoté avec un fil de fer à l'intérieur du trou pour entendre si ça cognait contre une coquille d'escargot, car il existe des escargots qui se développent à l'intérieur du pied du sarcophyton et le bouffent complètement. Et en fin de compte, dans ce trou, il y avait un morceau de bois, comme un cure-dent. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Il s'avère en fait que c'était le reste de ce qui sert à faire les boutures des coraux. Donc je l'ai retiré. J'ai nettoyé l'intérieur de la cavité le plus proprement possible, et une fois le nettoyage effectué, je l'ai décollé de cette pierre que vous pouvez peut-être voir qui est pas très catholique, et j'ai essayé de le replacer sur une pierre saine, de manière à voir s'il repartait, étant donné que j'avais éliminé l'hypothèse d'une prédation. Malheureusement, je sais pas si vous le voyez, au bout de quelques jours, il avait tendance toujours à s'affaisser, on le reverra un peu plus tout à l'heure. On en profite pendant quelques instants pour observer les autres membres du bac. Vous avez plein centre la crevette Wundermanie, la mangeuse d'Aptasia. Elle est franchement super sympa et pas du tout timide. Le Pachysclavularia, que je vous avais dit dans les dernières vidéos qu'il avait du mal à se répandre et à changer de pierre. Là, ce n'est plus le cas. Vraiment, il se développe et ces petits polypes colonisent, ça y est, les autres pierres. Voilà, et vous pouvez voir le sarcophyton, son pied qui s'affaisse. Il est en train de tomber, en fait, il ne tient pas debout tout seul, si je puis dire. À présent, un petit focus, ça faisait longtemps sur mon Dendroneftia. Le Dendroneftia, c'est quoi? C'est un corail mou,
non photosynthétique, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de lumière pour se nourrir, etc., pour se développer, et donc c'est réputé pour être un corail assez difficile à maintenir dans la durée. Je suis plutôt optimiste dans la mesure où même s'il ne grossit pas beaucoup, je sais pas si vous remarquez, mais sur la droite, il y a tout simplement un nouveau pied qui n'était pas avant, qui pousse. Donc pour le coup, je me dis que s'il y a un nouveau pied qui pousse, eh bien c'est que les conditions du bac sont quand même correctes et finalement il trouve assez de nourriture au travers du phytoplancton qu'il peut y avoir dans le bac pour se développer. Donc voilà, je croise les doigts et puis je me dis que tant qu'il tient le coup, tant mieux. Un petit point de situation sur mon anémone. Lors de l'introduction, pour être très franc, on me l'avait vendu comme une anémone radianthus. Il s'avère qu'après de multiples recherches, ce n'est pas une anémone radianthus, il s'agit d'une anémone viridis, originaire de la zone Méditerranée. Donc apparemment peu courante, car peu d'entre vous la connaissent. Après, franchement, je sais pas si c'est bon ou mauvais. Pour ceux qui connaissent plus en détail les anémones de Méditerranée, et notamment l'anémone viridis, n'hésitez pas à me donner des éléments, ça m'intéresse. Mais je trouvais qu'elle avait un comportement étrange, c'est-à-dire qu'elle avait tendance à se déplacer. Limite, j'avais l'impression qu'elle allait vouloir monter sur la vitre. D'habitude, cette anémone bouge assez peu. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle se déplace. Et en fin de compte, j'ai découvert rapidement de quoi il s'agissait. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'avais non plus une anémone dans mon bac, mais 2 anémones. En fin de compte, elle s'est divisée. Et là encore, je remercie mes camarades du forum Rifem Geek qui m'ont confirmé que c'était tout à fait normal et qu'il s'agissait d'un mode de reproduction des anémones, la multiplication. C'est-à-dire que plus on les nourrit, plus elles grossissent et plus elles ont tendance à se multiplier. Donc finalement son comportement m'inquiète presque, dans la mesure où je pense que ça peut devenir un peu embêtant dans mon bac, la présence de cette anémone. Pour être très franc avec vous, la grosse partie, je l'ai enlevée du bac et je l'ai donnée à quelqu'un. Et je n'ai gardé que la petite partie, la nouvelle née si je puis dire. On arrive maintenant à une autre partie de la vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai introduit dans ce bac. Un corail et une crevette. Là, vous le saviez depuis un petit moment, j'avais émis l'hypothèse que j'avais envie d'acquérir une nouvelle crevette. Il s'agit d'une Lismata debelius qui, je sais pas ce que vous en pensez, franchement, elle est à tomber par terre. En termes de corail, j'ai ajouté ce qu'on appelle un discosoma. Vous le verrez un peu mieux dans les prochains instants, il est couleur vert, limite vert fluo. Franchement, c'est exactement ce que je recherchais comme corail. Passé la phase d'acclimatation, j'ai introduit la crevette, qui s'est cachée, et j'ai placé le discosoma. En première intention, je l'ai placé en plein milieu du bac, car je le trouvais absolument magnifique. Cependant, je me suis aperçu que c'était pas forcément la place qui le contentait le mieux, car je me suis aperçu avec l'expérience grandissant que un corail, il fallait lui trouver sa place dans le bac en fonction de l'éclairage, du brassage. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur la pompe de brassage, on a, non pas une crevette, rassurez-vous, c'est une mue de la Debelius, qui à la suite de son changement de milieu, a rapidement effectué une mue. En ce qui concerne le discosoma vert, je vous avais mentionné qu'au centre du bac, il n'était pas forcément super bien positionné. Et là, je pense que je lui ai trouvé sa place. Non seulement il est super bien visible, mais en plus, il a l'air de bien se porter à cet endroit. Voilà, là on a la crevette Debelius qui commence à pointer le bout de son nez, et je dois l'avouer, dans un premier temps, elle est assez discrète, et elle a quand même besoin de prendre ses marques, surtout qu'il y a la présence de l'autre crevette Wundermanni, et de tous les autres éléments dans le bac, donc du coup, elle est un peu timide, et elle sort surtout au moment du nourrissage. Vous voyez, elle est quand même assez curieuse, elle est allée voir l'anémone. Alors l'anémone qui a tendance à agripper tout ce qui s'approche, et je me pose encore une fois la question de la dangerosité ou pas de cette anémone par rapport aux autres habitants. Tout à l'heure, je vous avais promis que vous reverriez mon Ophur, et là vous pouvez voir qu'elle fait très exceptionnel. J'ai réussi à capturer un moment où elle est carrément sortie de sa cachette pour aller dans le sable en plein jour. C'était juste après un nourrissage. Au moment où je vous parle, il y a une lutte acharnée pour récupérer la nourriture entre l'Ophur qui s'est placé dessus et Adebelius qui veut essayer de grappiller quelques petits morceaux. Mais rassurez-vous, tout le monde aura eu sa dose.
En attendant, ils nous font quand même profiter du spectacle et c'est quand même assez appréciable. Vous voyez, j'ai aussi la crevette Windermanie qui s'approche des fois, je trouve dangereusement de mon anémone, et parfois elle se fait saisir une antenne par l'anémone, et je trouve ça limite inquiétant. Donc si vous avez des éléments par rapport à ça, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Enfin, dernier élément que je souhaitais partager avec vous durant cette vidéo, j'ai noté un changement de comportement chez mon couple de clowns. À savoir que j'ai un mâle et une femelle, la femelle c'est la plus grosse, et j'ai cru constater ce que moi j'interprète comme une parade amoureuse. Parade amoureuse qui me semble quand même plutôt musclée. C'est-à-dire qu'on a globalement la femelle qui est très excitée, qui est très nerveuse, qui a tendance à frétiller, qui a tendance à piquer des sprints, etc. face au mâle qui est plus petit, qui est plus chétif, et qui, à mon sens, j'ai l'impression parfois qu'il se fait chasser. Pour tous ceux qui connaissent le comportement des clowns, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous reconnaissez les signes d'une parade amoureuse, ou si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse observer quelques instants et vous allez voir tout à l'heure que le mâle aura tendance à se cacher de la femelle. C'est un comportement qui est tout de même assez récent et qui date de 2-3 jours avant que je monte la vidéo. Voilà ce qui se passe les derniers temps. Le mâle se cache dans une petite cavité que même lui seul peut atteindre, eu égard à sa petite taille. Et dès qu'il sort, la femelle le chasse, mais vraiment de manière très virulente. Je me fais finalement un petit peu de soucis. Je me demande, est-ce que c'est une situation normale? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps ou qui va s'estomper? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Riff numéro 8, la série consacrée à mon aquarium marin. Juste avant de se quitter, si je voulais vous parler également de mon crabe Mitrax, la dernière fois je vous avais parlé, je vous ai montré ce que je pensais peut-être être une mue. Bon, depuis la dernière vidéo, ça fait plus d'un mois, je ne l'ai pas revu. Donc concrètement, je pense qu'il ne s'agissait pas d'une mue et que c'était bien un décès. Après, pourquoi est-ce qu'il est mort? Ça je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Pour tous ceux qui s'y connaîtraient en récifal, n'hésitez pas, je suis à l'écoute de vos conseils. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous regardez mes vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je pense que c'est le moment de passer à l'acte et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur Aquazen. Je vous dis à la prochaine, ciao et n'oubliez pas, restez zen.